En animation, on a besoin d'énumérer les étapes du mouvement à réaliser. C'est ce qui va nous donner les key poses à mettre en place. Par exemple, pour la balle, on a 3 étapes clés qui sont la position de départ du rebond, l'impact au sol, la position de fin du rebond. On commence par mettre en place nos poses, ce qui va nous donner une première notion du spacing. Et ensuite, on détermine, ou bien on prend sur une référence vidéo, le timing, c'est-à-dire le nombre d'images entre ces poses clés. Plutôt que de refaire ma dernière pose, qui va être identique à la première, je peux tout simplement copier-coller celle-ci. Donc pour ça, je vais sur mon image, je fais clic droit, copie, je vais sur l'image qui m'intéresse, clic droit à nouveau, paste, paste. Pour modifier mon timing, je dois déplacer mes clés pour instaurer des images entre elles. Pour ce faire, j'ai 2 méthodes. La première consiste à les déplacer directement dans la timeline et la seconde à les déplacer depuis le Graph Editor. Pour la première méthode dans la timeline, je mets en surbrillance mes clés. Pour ce faire, j'appuie sur Shift plus clic gauche. Je viens sélectionner toutes les clés qui m'intéressent. Je clique entre les 2 flèches jaunes du milieu et je viens déplacer mes clés. Pour les déplacer dans le Graph Editor, je viens sélectionner la clé qui m'intéresse à l'image 16. Et avec le bouton du milieu de la souris, je viens les déplacer. On voit ici que j'ai un déplacement libre. Pour contraindre le déplacement à un axe, il me suffit d'appuyer en plus sur Shift. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé du comportement des tangentes ici, qu'on a placé en clamped pour les in tangentes, en stepped pour les out tangentes. Quand je mets une clé, vous voyez que la valeur est continue jusqu'à la clé suivante. Si je mets une clé avec le défaut in tangente et out tangente en automatique, vous voyez que Maya m'instaure une interpolation entre les deux. Le fait de mettre les clés en stepped permet d'avoir une meilleure vision de notre timing. Une fois cette première étape faite, nous pouvons ajouter les étapes secondaires du mouvement, ce qui va nous donner nos intervalles principaux. Je rappelle que la fonction des intervalles principaux, c'est d'expliquer en une pause d'où ça vient vers où ça va. Ici, pour le rebond de la balle, il s'agit d'informer sur le moment où la balle accélère lors de sa chute et ralentit lors de sa remontée. Ici, il n'y a pas d'intervalle secondaire puisque nous avons, avec les poses actuelles, donné toutes les informations nécessaires à la réalisation d'un simple rebond sur place. Nous pouvons donc aller dans le Graph Editor et passer nos courbes en spline. La première étape du spline est de cleaner ces courbes. Ici, nous avons travaillé que sur la translation Y. Si on se réfère à la trajectoire d'un rebond de balle, on obtient cette courbe. Je dois donc m'assurer que ma translation Y respecte celle-ci. Une autre approche est possible en commençant directement en spline et en ne mettant que les key poses. Cela revient au même puisque avec la courbe, nous sommes en mesure uniquement avec 3 clés d'atteindre le même résultat. Quelques outils sont nécessaires avec cette approche. Par exemple, pour être en mesure d'orienter une poignée indépendamment de l'autre, je dois casser les tangentes. Pour ce faire, je sélectionne la clé, clic droit, break tangente. Nous pouvons également avoir une approche en layer, c'est-à-dire ajouter les différents axes les uns à la suite des autres. Ici, nous avons fait rebondir la balle de haut en bas avec la translation Y, mais nous pouvons maintenant ajouter la translation X en lui fixant un point de départ et un point d'arrivée. Une autre méthode pour changer le comportement des tangentes dans le Graph Editor, vous pouvez faire un clic droit après avoir sélectionné la courbe que vous souhaitez modifier,
tangente, ici j'ai besoin de la courbe linéaire. Maintenant que mon premier rebond est fait, je peux le dupliquer et réduire au fur et à mesure le spacing et le timing jusqu'à ce que la balle arrête de rebondir. J'ai mis tous les rebonds que je souhaite faire à la balle. Alors je pourrais poursuivre avec les méthodes vues plus tôt, mais j'aimerais vous partager ma méthode pour faire un rebond de balle plus rapidement. Afin de réduire le temps passé sur les poignées de ma courbe en translation Y, je peux passer les poignées en weighted tangente. Donc je sélectionne ma clé, clic droit, weighted tangente. La différence est que je pourrais changer l'influence de chaque poignée sur la courbe. Et en combinant ce paramètre avec le break tangente, je peux retirer toute l'influence de mes clés qui marquent les positions basses sur ma courbe. Je supprime le poids de la clé basse en rapprochant au maximum les tangentes de la clé. Et j'augmente l'influence des clés qui marquent les positions hautes. De cette façon, je peux gérer la hauteur de mes rebonds sans avoir à retoucher mes key poses qui marquent la position basse à chaque fois. Deuxième astuce, pour avoir des hauteurs de rebond cohérents physiquement, j'utilise une courbe des axes de rotation et l'utilise comme repère. Je conserve la première clé et la place à la hauteur de mon premier rebond, puisqu'il marque ma hauteur de référence. Je place la seconde clé à la fin de ma courbe translation Y et le laisse à 0. Je prends la poignée de ma première clé et je viens tracer ce type de courbe afin d'obtenir une descente exponentielle vers 0. Ensuite, je n'ai plus qu'à placer les clés de la courbe translation Y sur la courbe rotation X. Je peux réinitialiser ma courbe rotation X et je viens retravailler l'influence de mes poignées en translation Y. Je peux ajouter un dernier axe qui est la rotation Z au fur et à mesure que la balle avance. Et c'est là du coup l'avantage de travailler correctement ces courbes, c'est qu'on peut les réutiliser ensuite. Ici, ce qui est la cause de la rotation Z de la balle est son avancée en translation X. Donc je peux copier-coller cette courbe dans mon graph editor, puis modifier son amplitude ou sa direction pour obtenir le résultat souhaité. Ici, on voit que la balle tourne en arrière, donc il me suffit simplement d'inverser cette courbe. Pour ça, il existe une petite commande mathématique. Il suffit d'aller dans la case de valeur du graph editor ici, avec l'entièreté de la courbe sélectionnée, et vous rentrez étoile égale -1. Donc, ce que cette commande va faire, c'est toutes les valeurs positives, il va les transformer en valeurs négatives, et toutes les valeurs négatives, il va les transformer en valeurs positives. Et maintenant, on peut voir que ma balle tourne dans le bon sens. On remarque qu'ici, à la fin, la balle ne tourne pas assez par rapport à son avancée, donc il me suffit d'augmenter l'amplitude de ma courbe. Pour ce faire, j'ai deux méthodes. Soit je passe en mode scale, et donc, depuis mon graph editor, je reste appuyé sur la touche R et je joue avec le bouton du milieu de la souris. Ou alors, je peux utiliser le Region Tool. Il va prendre en référence les extrêmes, et en tirant sur les poignées haut et bas, je peux augmenter ou réduire l'amplitude.
Ici, nous avons fait une série de rebonds basiques avec une balle, sur une base de 3 clés par rebond. Si nous voulons maintenant ajouter de l'écrasement et de l'étirement, nous sommes amenés également à ajouter des clés pour intégrer ces informations lors du mouvement. Nous devons donc définir quand la balle s'étire et quand elle s'écrase, mais avant d'aller plus loin, il est important de saisir la notion d'énergie. Vous devez percevoir celle-ci qui circule à travers la balle et qui est en constante lutte contre la gravité. Voici un exemple de l'énergie illustrée par la balle bleue. Vous avez sa barre d'énergie en bleu à gauche, et à droite, la barre de la gravité sur elle en rouge. Lors de la descente, elle emmagasine de l'énergie, qui, après l'impact, lui sera suffisante pour s'extraire de la gravité et donc repartir en l'air. Mais au fur et à mesure de son ascension, elle se dissipera et la gravité reprendra l'emprise sur elle. Ce qui provoque l'étirement de la balle lors de sa chute et l'attraction de la gravité. L'impact au sol, une énergie donc extérieure à la sienne, est la conséquence de l'écrasement, qui va d'ailleurs lui donner encore plus d'énergie pour remonter et qui va être la cause de son étirement. On finit ensuite avec une perte d'énergie au fur et à mesure qu'elle atteint le sommet de son rebond et donc regagne sa forme de base. Si on reprend la version où l'on a fait le rebond avec les 5 clés, j'ai déjà déterminé quand la balle reprend sa forme de base. Je peux donc informer quand ma balle s'écrase. Je vais devoir pour ça modifier ma pose d'impact sur le sol. Il faut que j'ajoute des clés sur les contrôleurs sur lesquels je n'ai pas encore travaillé. Il s'agit là de ceux du Squash and Stretch. Donc ce sont les contrôleurs jaunes qui entourent la balle. Je prends la partie supérieure et je viens écraser ma balle. Je me mets sur les clés où ma balle est censée reprendre sa forme de base avec mes contrôleurs sélectionnés. Je fais pareil de l'autre côté. Et sur ces nouvelles clés, je viens remettre à zéro ma translation Y sur mon contrôleur Squash and Stretch. Je dois maintenant déterminer quand est-ce que ma balle s'étire. Ici, on voit que ma balle commence à s'écraser avant de toucher le sol, ce qui n'est pas cohérent puisque c'est l'impact contre le sol qui justifie que ma balle s'écrase. Donc, je dois rajouter les positions où ma balle s'étire. Je récupère la même pose de l'autre côté. Vous avez une autre option pour pouvoir copier-coller des images. Il suffit de drag and dropper l'image qui possède une clé avec le bouton du milieu de la souris. Vous relâchez sur l'image où vous souhaitez obtenir la même pose et vous faites S. Sur les vidéos d'introduction, on a vu lors des principes que lorsqu'on étire un objet, celui-ci doit, pour conserver sa masse, s'affiner, et à l'inverse, lorsqu'on l'écrase, il doit s'élargir. Or ici, si on regarde l'épaisseur de base de ma balle, elle prend environ cette partie-là de l'écran. Vous voyez que quand elle s'étire, elle s'affine très peu. Et elle a une largeur qui est un peu trop égale de haut en bas. Pour renforcer le côté étirement, je vais ajouter du scale. Donc je sélectionne mes deux contrôleurs de Squash and Stretch, la partie supérieure et inférieure. Je passe en scale et je viens, avec le carré du milieu, rétrécir sur les deux axes qui ont été laissés libres par le rigueur. Vous voyez que là, il y a une influence trop importante sur l'ensemble de la balle. Donc pour contrer ceci, je vais sur la partie centrale également mettre une clé et au contraire l'agrandir. Pareil, je peux récupérer cette pose et venir la coller de l'autre côté de mon rebond lorsque la balle remonte. Et également ici, je peux venir l'élargir un peu plus. Lorsqu'on lit l'animation, on remarque qu'il y a un flash visuel ici. Les flashs visuels sont la conséquence d'un changement de spacing trop important dans un timing trop court. De plus, on remarque que ma balle commence à s'écraser avant même qu'elle touche le sol. Je vais donc dupliquer la clé numéro 11 à l'image 12, uniquement au niveau de mes contrôleurs d'étirement et d'écrasement. Je réajuste. Je fais pareil de l'autre côté. On a toujours ce phénomène de flash, puisque le souci ne venait pas du fait que la balle ne s'étirait pas aux bons endroits. Le flash vient du gros changement de spacing qu'on a entre l'image 12, 13 et 14. Pour pallier à ça, il faut que je duplique l'image 13, mais là je vais devoir décaler toute mon animation d'une image pour conserver le bon timing. Donc je prends tous mes contrôleurs, j'agrandis ma timeline, je sélectionne toutes les clés à partir de l'image 13 jusqu'à l'image 25, je la déplace d'une image,
Et ensuite, je viens dupliquer la clé à l'image 14 sur mon image 13. Je réajuste mes courbes. Et là, on vient d'effacer le problème de flash. En revanche, on a un nouveau problème qui est que l'énergie s'estompe pendant 2 images. C'est le cas puisqu'on a 2 images parfaitement identiques. Donc, pour pallier à ce problème, il faut juste s'assurer qu'il y ait une évolution continue dans la forme de la balle. Donc, j'active le pan zoom pour me rapprocher de la balle. Je peux, au besoin, prendre des repères visuels. Et le but ici, c'est soit d'écraser un peu plus la balle sur l'image 14, soit de l'écraser un peu moins sur l'image 13. Je reparamètre correctement ma timeline pour qu'elle s'arrête à l'image 26. Pour suggérer un peu plus l'énergie qui circule à l'intérieur de la balle, ce que je peux faire, c'est sur mes pauses où ma balle reprend sa forme de base, je peux venir l'écraser un petit peu. Et je m'assure que la première image, mes contrôleurs d'écrasement et d'étirement soient à 0. Et pareil sur la dernière. De cette façon, on va voir la balle qui va s'étirer, s'écraser lors de l'impact, s'étirer à nouveau pour remonter. Comme elle s'est énormément étirée, elle va s'écraser très légèrement avant de reprendre sa forme de base.